Bonsoir et bienvenue dans la suite de la vidéo concernant le lupus érythémateux systémique. Cette fois-ci, on va voir ensemble le diagnostic de cette maladie auto-immune. Donc, tout d'abord, le diagnostic clinique. Il y a des critères de diagnostic qui sont classés en critères cliniques et en critères immunologiques. Les critères cliniques, on a 7 critères cliniques. Tout d'abord, on a un lupus cutané aigu ou subaigu, la présence de lupus cutané chronique, ulcération orale, alopécie non cicatricielle, synovite incluant 2 articulations ou plus, mais il y a aussi les sérosités et la thrombocytopénie, c'est-à-dire la diminution du nombre du plaquettes dans le sang. Pour les critères immunologiques, bien sûr, on a les anticorps antinucléaires totaux, en particulier anticorps anti-ADN natif positif, anticorps anti-SM positif, anticorps anti-phospholipides positif, hypocomplémentémie, c'est-à-dire diminution du molécule du complément, et un test de Coombs direct positif. Vous savez déjà que le test de Coombs direct, c'est un test qui permet de révéler la présence des autoanticorps fixés sur un cible donné. Et ça, via l'utilisation des anticorps anti-immunoglobulines marqués. Quand je peux retenir le diagnostic, c'est lorsqu'on a 4 critères parmi ces critères, avec au moins un critère clinique et un critère immunologique, ou bien en présence d'une glomérulonéphrite lupique, c'est-à-dire une atteinte rénale lupique, en présence des anticorps antinucléaires totaux ou anti-ADN natif positif. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, on a les biologies des atteintes viscérales, hématologiques, les tests hématologiques comme l'ENFS, leucopénie, une anémie, etc. pour savoir les atteintes rénales, neurologiques principalement, mais il y a d'autres comme les atteintes hépatiques, cardiaques, musculaires et pancréatiques. Au cours de lupus érythémateux systémique, généralement, les résultats d'NFS montrent une anémie hémolytique avec hyperréticulocytose. Une anémie hémolytique, c'est-à-dire l'hémolyse des globules rouges. L'hémolyse des globules rouges qui va provoquer une anémie. Hyperréticulocytose, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des réticulocytes qui sont les globules rouges immatures, si vous voulez. On a bien évidemment leucopénie, c'est-à-dire la diminution du nombre de leucocytes par rapport à la normale, lymphopénie, diminution du nombre des lymphocytes, thrombopénie, diminution du nombre de plaquettes. Le syndrome, un syndrome inflammatoire biologique, bien sûr, l'augmentation de vitesse de sédimentation et l'augmentation de CRP qui sont deux marqueurs caractéristiques d'une hyperinflammation. Et comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, que la physiopathologie du lupus érythémateux systémique est caractérisée par une réponse immunitaire exagérée, d'où une hyperinflammation via les cytokines, principalement l'interféron alpha, mais il y a d'autres mécanismes que j'ai déjà expliqués. L'examen immunologique est basé sur la détection des anticorps antinucléaires, mais bien évidemment, l'exploration du molécule du complément qui, normalement, en cas de lupus, on a un défaut dans le molécule du complément et donc, normalement, on va détecter une hypocomplémentémie. Il y a aussi la biologie du syndrome des antiphospholipides parce que le lupus érythémateux systémique est le plus souvent associé à ce syndrome via le dépistage des anticorps anticardiolipines, des anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine A. Mais ce qui nous intéresse comme immunologistes, c'est la détection des anticorps antinucléaires. Donc, voilà, donc les anticorps antinucléaires constituent le critère de diagnostic de cette maladie. Ce sont les effecteurs principaux de la maladie lupique. Leur présence est certes obligatoire, mais non suffisante pour le déclenchement de lupus, parce que j'ai mentionné dans la vidéo précédente qu'il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués. Retrouver chez la population saine, donc on peut trouver chez la population saine ces anticorps avec
une valeur prédictive positive n'est que de 2,1% pour le lupus érythémateux systémique. Donc, si on a donc l'augmentation de fréquence de 2,1% pour le lupus, donc ce patient il est lupique, d'accord? Sinon, à une valeur normalement inférieure à 7%, normalement c'est normal, puisque ces anticorps sont retrouvés chez la population saine. Ces anticorps peuvent être détectés en moyenne 8 ans avant le diagnostic de lupus. La présence de ces anticorps peut prédire la maladie. Sensibilité élevée de 95%, spécificité plus ou moins faible. Bon. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les anticorps antinucléaires sont classés en anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires insolubles, comme l'ADN natif, la chromatine, les histones et le nucléosome, et des anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires solubles, comme les centromères SM, SSA, SSB, la ribonucléoprotéine et SCL70. Donc, je vais commencer par les anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires insolubles, plus précisément anti-ADN natifs. Bon, les anticorps anti-ADN natifs sont très spécifiques du lupus. Leur présence est obligatoire dans le lupus, mais insuffisante pour le déclenchement de la maladie. Détection environ 8 ans avant l'apparition des signes, très sensible, mais peu spécifique pour le diagnostic. C'est pas pour le lupus. Ce sont très spécifiques dans la maladie, mais peu spécifiques pour le diagnostic. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit d'un lupus érythémateux systémique juste en présence de ces anticorps. Il faut faire des tests complémentaires pour s'assurer de la présence de la maladie. Donc, voilà, il faut chercher la spécificité antigénique par d'autres tests. Et bien évidemment, la typologie, le typage de ces anticorps anti-ADN natifs se fait par plusieurs méthodes, par le test radio-immunologique de Farr, technique ELISA et immunofluorescence indirecte sur Critidia lucilia. Mais la question qui se repose ici, c'est comment peut-on distinguer entre les anticorps antinucléaires, entre ADN natif, entre chromatine, entre histone, entre nucléosome. Donc, tout d'abord, il faut savoir le démarche de la recherche de ces anticorps antinucléaires. Tout d'abord, la stratégie de dépistage de ces anticorps par immunofluorescence indirecte. Donc, généralement, la recherche des anticorps antinucléaires qui sont fixés sur leur cible, c'est-à-dire les antigènes nucléaires, se fait par une immunofluorescence indirecte, c'est-à-dire en utilisant un anticorps anti-immunoglobuline marqué par un fluorichrome. C'est ça, en fait, l'immunofluorescence indirecte. Je vais chercher l'anticorps, c'est pas l'antigène, je vais chercher un anticorps qui va être fixé sur un cible donné, d'accord? Voilà, donc j'ai deux possibilités. Si les anticorps antinucléaires négatifs, on n'a pas donc normalement de la production de ces on n'a pas des LB qui vont produire les anticorps, logique, parce que les anticorps sont produits par les LB. Est-ce qu'on soupçonne qu'il s'agit d'un lupus sans anticorps antinucléaires, c'est-à-dire que cette maladie est liée par une forte activité des lymphocytes T, par exemple. Donc, il faut savoir les critères, d'accord? Il faut avoir 11 cliniques et 6 critères biologiques pour savoir cette hypothèse-là. Si le dépistage d'anticorps antinucléaires est positif, on passe vers une immunofluorescence indirecte, semi-quantitative. Tout d'abord, il faut voir le titre des anticorps par dilution en cascade jusqu'à extinction de la fluorescence. Ensuite, l'aspect de la fluorescence, c'est celui qui permet l'orientation sur la spécificité antigénique. Soit j'ai une fluorescence homogène, c'est que j'ai des anticorps anti-ADN natifs, soit j'ai une fluorescence mouchetée, c'est-à-dire on a des anticorps anti-antigènes nucléaires solides. Et on passe par la suite au typage, l'identification de l'antigène. Donc voilà, en fait, ici,
généralement, pour la détection des anticorps antinucléaires, il faut utiliser un antigène donc, que nous choisit, soit le couple du foie du rat, soit des cellules HEP2. Et généralement, les cellules HEP2 sont les plus utilisées puisqu'il s'agit des cellules en division continue et par conséquent, on a de plus en plus d'ADN, d'accord? D'accord, donc je vais par la suite incuber avec le sérum du patient qui contient ou ne contient pas l'auto-anticorps. Si le patient est le pic, c'est-à-dire possède un auto-anticorps dirigé contre les antigènes nucléaires, l'auto-anticorps va se fixer sur ma cible. Par la suite, l'étape de détection de cet anticorps se fait en utilisant un anticorps anti-immunoglobuline G, par exemple, immune marqué par un fluorochrome, si bien sûr cet auto-anticorps est d'isotype IgG. Et généralement, en cas de lupus érythémateux systémique, les anticorps qui sont produits par les LB au cours de la physiopathologie sont principalement d'isotype IgG. D'accord? Voilà. Mais en général, je peux utiliser un anticorps anti-immunoglobuline, c'est-à-dire qui va révéler toutes les classes d'immunoglobulines. Et bien sûr, cet anticorps doit être marqué par un fluorécran. C'est ça, en fait, la différence entre immunofluorescence indirecte et ELISA indirecte. L'ELISA indirecte, c'est le même principe, mais en utilisant un anticorps anti-immunoglobuline marqué par une enzyme. Mais cette fois-ci, dans l'immunofluorescence indirecte, je vais utiliser un fluorécran. D'accord? Et bien sûr, après excitation dans l'UV, il va émettre un signal fluorescent. Et voilà, on va voir par la suite l'aspect de la fluorescence qui nous aide à savoir le type d'anticorps antinucléaire qu'on a. Et donc, on a pas différents types, donc différents aspects de la fluorescence. On a la fluorescence homogène. C'est en cas d'anticorps antinucléaires, antigènes insolubles, en particulier anti-ADN natif ou double brun. On a une fluorescence mouchetée pour les anticorps antigènes nucléaires solubles. On a une fluorescence nucléolaire pour les antigènes de nucléoles. On a une fluorescence cytoplasmique pour les antigènes de l'enveloppe nucléaire. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qui nous intéresse dans le lupus, puisque les antigènes, les anticorps anti-ADN natifs sont les plus spécifiques dans le lupus. Donc ces anticorps, euh, bien évidemment, ont une fluorescence homogène sur cellules HEP2 et sur la coupe de foie d'Ora, mais on peut remarquer ici la différence entre la qualité de l'image, c'est que dans les cellules HEP2, on peut mieux visualiser la fluorescence par rapport à la coupe de foie d'Ora. Ici, bien sûr, la fluorescence homogène n'est pas uniquement spécifique pour les anticorps anti-ADN natifs, mais bien évidemment contre tous antigènes nucléaires insolubles comme les antichromatines, antihistones et antinucléosomes. Et généralement, lorsque je parle d'antichromatine ou bien antinucléosomes, en fait, c'est la même chose, d'accord? Voilà. Pour ici la fluorescence mouchetée, bien sûr, on a un aspect centromérique pour les anticorps dirigés contre les centromères du chromosome. Cette mouchetée, donc cette fluorescence mouchetée est caractérisée par la présence d'un nombre de crins inférieur à 46. Ici, c'est une fluorescence mouchetée aussi pour les anticorps antigènes nucléaires solubles, les autres antigènes nucléaires solubles, mais la différence entre les deux, c'est que ici, le nombre de grains va être supérieur à 46. Donc, je vais voir maintenant les techniques de typage des anticorps anti-ADN natifs. Tout d'abord, le test radio-immunologique de phare. Le principe, donc la détection de complexes antigènes-anticorps constitués avec de l'ADN natif marqué par un radioisotope ajouté au surin. Voilà, on a ici l'incubation d'un ADN, natif qui est marqué par un radioisotope. C'est pas enzyme ou fluorochrome. D'accord? C'est une technique radio-immunologique. Voilà, avec incubation, avec bien sûr le sérum du patient.
qui peut contenir des auto-anticorps ou bien qui ne contient pas les auto-anticorps. On va chercher ça. D'accord? Après, en ajoutant un réactif précipitant plus la centrifugation, bien sûr, si les auto-anticorps sont présents au niveau du sérum du patient, ces auto-anticorps vont être se fixent sur leur cible, qui est l'ADN natif. Et bien évidemment, ce qui se précipite au fond du tube, je vais éliminer le surnageant et je vais mesurer la radioactivité. D'accord? Et voilà, parce que déjà, en se fixant sur l'ADN natif, il y aura l'émission donc d'un signal radioactif qui va être mesuré par un appareil spécifique. Cette technique est plus sensible, qui permet la détection des anticorps anti-ADN natifs de forte affinité associés à l'apparition d'une glomérulonéphrite lupique. Par exemple, en cas d'une atteinte rénale lupique, on peut utiliser ce test très spécifique, quantitatif, qui permet de faire de dosage. Donc, le titre, c'est-à-dire des anticorps, des auto-anticorps présents dans le sérum du patient. Là, les inconvénients, c'est qu'elle manque de sensibilité et c'est une méthode isotopique, puisqu'il s'agit d'une méthode isotopique, donc elle va être euh, très coûteuse, elle va être bien évidemment associée à plusieurs risques. Voilà. La deuxième technique, c'est une immunofluorescence indirecte sur Cryptedia lucilia. Cryptedia lucilia, c'est un parasite protozoaire flagellé. On va voir ici le flagelle. Ici, le substrat antigénique qu'on a, c'est l'ADN natif qui est stocké dans le kinétoplaste du parasite. Ce test est très spécifique et sensible, qui permet un dosage semi-quantitatif des anticorps. Il permet de définir la classe qu'on a et la capacité de l'anticorps à fixer le complément. Voilà en fait l'aspect de la fluorescence sur Cryptedia lucilia avec la présence du flagelle ici. Une performance proche du test de phare et la présence des résultats semi-quantitatifs. La fameuse technique que tout le monde le sait, c'est la technique immunoenzymatique ELISA. Donc, c'est ici ELISA, donc j'ai un antigène, bien sûr, normalement ici, l'antigène qu'on a, c'est cellule HEP2 ou bien la coupe du foie du rat. Par la suite, je vais incuber avec le sérum du patient. Si le sérum du patient contient des auto-anticorps, ces auto-anticorps vont se fixer sur l'antigène. Et par la suite, la révélation de ces auto-anticorps se fait par un second anticorps, appelé un anticorps de révélation, marqué par une enzyme. Marqué par un enzyme. Par la suite, pour la révélation donc, de la présence, il faut ajouter le substrat, un substrat chromogène spécifique pour cette enzyme. Donc, il y aura dégradation de ce substrat pour avoir un produit qui est coloré. D'accord? Voilà. Et par la suite, on va mesurer le DIO. D'accord? Voilà. C'est une technique, c'est la plus sensible, mais moins spécifique que les deux autres techniques. D'accord? Quantitatif, facile à réaliser. L'inconvénient majeur, c'est que seuls les auto-anticorps anti-ADN natifs d'isotype IgG sont détectés. Ici, par contre, sur Cryptedia lucilia, on peut détecter les différentes classes d'immunoglobulines et même la capacité de l'anticorps à fixer le complément. Par contre, par ELISA, on ne peut détecter que les anticorps d'isotype IgG. Voilà en fait la différence entre les trois techniques. ELISA et test de phare sont plus sensibles par rapport à l'immunofluorescence indirecte sur Cryptedia lucilia. Spécificité, donc ici, presque tous les tests sont spécifiques, mais ici, elle est moins spécifique par rapport aux autres, par rapport aux deux autres techniques. Les interférences, c'est que ELISA, on peut avoir nombreuses viroses. Ici, phénomène de zone, anticorps anti-histone. Le test de phare, héparine, dextrane, polyanion, anti-TNF.
Et on a des contraintes, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est que la différence entre les techniques au niveau de la sensibilité et de la spécificité. Et donc ici, on peut constater que le titre des anticorps anti-ADN natifs est corrélé avec l'évolutivité de lupus. Donc, si j'ai une quantité importante d'anti-ADN natif dans le sérum de mon patient, c'est qu'on a un lupus évolué. D'accord. Euh, Passons maintenant vers une autre catégorie d'anticorps antigènes nucléaires insolubles, qui sont des anticorps anti-histone. Les anticorps anti-histone non spécifiques du lupus, c'est-à-dire qu'ils peuvent être détectés dans d'autres maladies, auto-immunes bien sûr. Peu d'intérêt diagnostique, peu utile en pratique courante. On a aussi les anticorps antinucléosomes, qui sont peu utilisés en pratique courante, mais pourraient être utiles en cas d'anticorps anti-ADN négatifs et de suspicion du lupus. 10 à 30% patients peuvent avoir des anticorps anti-ADN natifs négatifs, par contre, qui sont lupiques. Donc ici, en fait, je vais expliquer, c'est-à-dire, je peux chercher les anticorps antinucléosomes dans deux possibilités et que ces deux possibilités doivent être présentes les deux en même temps. La première possibilité, l'absence des anticorps anti-ADN natifs, l'absence de ces anticorps. La deuxième possibilité, c'est qu'il faut avoir des signes cliniques évocateurs de la maladie, évocateurs de lupus. En cas de suspicion de lupus, je peux employer et je peux chercher ces anticorps. D'accord? Et généralement, je peux utiliser ici ELISA pour chercher ces anticorps. Et généralement, sont associés à l'atteinte rénale du lupus. On a aussi des anticorps anti-ribosome P, une protéine P qui est présente dans le ribosome en fait. Ces anticorps sont très spécifiques du lupus et qui sont associés aux atteintes neuropsychiques et hépatiques de la maladie, mais la sensibilité est faible. Et bien évidemment, comme les anticorps anti-ADN natifs, ces anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires insolubles ont une fluorescence homogène. D'accord? Voilà. Voilà ici donc la fluorescence homogène sur cellules HEP2. Ici. Voilà. Donc, je vais passer maintenant vers les antigènes nucléaires solubles. Bien évidemment, les anticorps qui sont dirigés contre ces antigènes. On a les anticorps anti-centromères qui sont dirigés contre les centromères des chromosomes non spécifiques de lupus, parce que ces anticorps sont associés avec d'autres maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, avec une sensibilité haute dans la sclérodermie. Une fluorescence mouchetée des noyaux représentée par 46 crans fluorescents de taille moyenne, régulière et d'intensité identique. Voilà. On a aussi les anticorps anti-SM, qui sont très spécifiques du lupus et qui sont présents dans 10 à 25% des sérums des patients, lupiques bien sûr, et qui sont associés avec l'atteinte rénale lupique et neurologique. La sensibilité, elle est faible de 30%. Leur présence ne varie pas lors de l'évolution du lupus et ils n'ont pas d'intérêt dans le suivi, mais juste qu'ils ont un intérêt dans le diagnostic. Mais je ne peux pas utiliser ces anticorps comme référence pour le suivi de la maladie. C'est juste pour savoir le diagnostic. J'ai un lupus ou bien non. D'accord? La sensibilité est faible ici parce que les anticorps, le taux de ces anticorps diffère d'une race à une autre entre les individus, c'est-à-dire. Voilà. On a aussi les anticorps anti-SSA qui sont associés avec le lupus avec une fréquence faible, 30%, et le syndrome de Sjögren, 70% dans des syndromes de Sjögren primaires et 30% des syndromes de Sjögren secondaires. D'accord? Donc, ces anticorps sont présentés dans deux maladies auto-immunes bien connues, le lupus et le syndrome de Sjögren. Ayant un risque du bloc auriculo-ventriculaire congénital chez les mères porteuses de ces anticorps. Et donc les mères porteuses
donc c'est-à-dire les mères anti-SSA positives, ont un risque de transmettre le lupus à leur fœtus. D'accord? Et donc, ça augmente le risque de lupus néonatal. En cas d'absence des anticorps antinucléaires totaux, donc anticorps antinucléaires totaux négatifs, mais on a des anti-SSA positifs, ça prouve bien qu'il s'agit d'un lupus subaigu dans 60% des cas. Et comme il s'agit des antigènes nucléaires solubles, et ces anticorps sont dirigés contre ces antigènes nucléaires solubles, la fluorescence généralement est mouchetée dont le nombre de grains est inférieur à 46. Voilà. Ici, on a les anticorps anti-SSB sont toujours associés avec les anti-SSA, mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire, en présence des anti-SSA, obligatoirement j'ai des anti-SSB. Mais si j'ai des anti-SSB, ça ne prouve pas qu'il existe forcément les anti-SSA. D'accord? Qui sont plus rares dans le lupus, 10%, mais fréquents dans le syndrome du Sjögren primaire. D'accord? C'est presque comme les anticorps anti-SSB, SSA, mais dans les anticorps anti-SSA, donc quand même, la fréquence est plus élevée par rapport aux anti-SSB. Dans le lupus, je parle. Voilà. On a des anticorps anti-U1 ribonucléoprotéine qui ne sont pas spécifiques du lupus et positifs dans 40% des cas. S'observe dans le syndrome de Sjögren et les connectivites mixtes. Je peux détecter ces anticorps par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes qui sont aussi bien associées aux anti-SM. La détection se fait par la technique d'immunodiffusion ou immunoempreinte. Déjà, ces anticorps ont été identifiés par Sharp en 1971 par immunodiffusion dans le sérum de patients atteints de conjonctivite mixte. D'accord? C'est la technique en fait de référence pour détecter ces anticorps. On a aussi les anticorps anti-SCL70 qui ne sont pas aussi spécifiques du lupus. Ils sont hautement spécifiques de la sclérose systémique, qui est la sclérodermie, et qui sont détectés dans les formes diffuses et sont associés avec une évolution systémique sévère et un mauvais pronostic avec cette maladie, bien sûr. D'accord? Et bien évidemment, ces anticorps ont un aspect de fluorescence mouchetée avec un nombre de grains supérieur à 46. Voilà en fait. Ici, j'ai les anticorps dirigés contre les antigènes solubles. Les anticentromères ont une fluorescence mouchetée avec un nombre de grains inférieur à 46, aspect régulier ici. Les autres, donc anticorps anti-antigènes solubles, ont une fluorescence mouchetée avec un nombre de grains fluorescents supérieur à 46. D'accord? Ici, les anti-SCL70, comme il s'agit d'un antigène nucléaire présent au niveau de nucléoles, donc la fluorescence elle peut être, donc elle est homogène et nucléolaire. Voilà. Et on a d'autres, mais ce qui nous intéresse, c'est que ces principaux anticorps, d'accord? Voilà. Voilà ici les anti-SM qui sont fortement spécifiques avec voilà, le pourcentage 100% dans le lupus érythémateux systémique. Par contre, les anticorps antigènes nucléaires solubles pour les autres, bien évidemment, qui sont associés aux plusieurs maladies auto-immunes. D'accord? Voilà. Ici, les fréquences des différents antinucléaires dans les différentes connectivites. Pour le lupus, ADN natif 90% principalement, histone 70%, SM 30%, ribonucléoprotéine 35%, RO ou bien SSA, c'est-à-dire 50%, LA ou bien SSB, anti-SSB, c'est-à-dire 15%, et voilà, pour SCL 70, donc je ne détecte plus
donc dans le lupus, mais juste qui sont associés avec la sclérodermie. Pour les actualités thérapeutiques, on a des nouveaux immunosuppresseurs, d'accord, et on a des immunomodulateurs, comme les immunoglobulines G intraveineuses, l'inducteur de la tolérance, LGP, les anticorps monoclonaux, anti-TNF, j'ai mentionné déjà, donc anti-TNF, et on a anti-CD20, le rituximab, et j'ai bien évidemment, ce n'est pas mentionné ici, les anticorps anti-interféron alpha. Et bien évidemment, je peux utiliser des lymphocytes T qui expriment un récepteur chimérique dirigé contre un marqueur spécifique sur les cellules B et qui permettent la déplétion des cellules B autoréactives. D'accord? Et j'ai mentionné dans la précédente vidéo, si vous vous rappelez bien, que toute molécule impliquée dans la physiopathologie de n'importe quelle maladie peut être une cible thérapeutique. Et bien évidemment, on a aussi l'autogreffe de moelle osseuse. J'ai terminé cette vidéo, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci pour votre attention.